L'intitulé du cours d'aujourd'hui portera sur les tumeurs cérébrales. Je pense que c'est un chapitre qui est quand même assez important et qu'il doit faire partie de l'enseignement des étudiants en médecine. Parce que il est vrai que les tumeurs cérébrales, par rapport aux autres tumeurs, constitue quand même une incidence un peu plus basse. Mais malheureusement, en pratique quotidienne, on a l'impression qu'on voit beaucoup de tumeurs cérébrales dans notre pratique. Donc, on va essayer, l'objectif qu'on s'est fixé pour ce cours, ou bien si vous voulez cette question, c'est comment un jeune médecin généraliste ou bien interne euh, pourra suspecter fortement le diagnostic de tumeur cérébrale, appelée également tumeur intracrânienne, et quelles seraient les situations d'urgence que ce jeune médecin doit parer et trouver des solutions, et voire même planifier leur prise en charge, bien sûr, avec une collaboration pluridisciplinaire. Hein. On est en 2022. Maintenant, toutes les procédures diagnostiques et thérapeutiques se font dans un cadre pluridisciplinaire. D'accord? Voilà. Et tumeurs cérébrales, j'ai dit qu'elles sont rares par rapport aux autres tumeurs. Si vous prenez le cancer du sein, par exemple, ou bien le cancer du poumon, il est 3 à 4 fois plus fréquent que les tumeurs cérébrales. Mais, comme j'ai l'habitude de le dire aux patients que je reçois, malheureusement, quotidiennement, depuis que je suis à Tlemcen, je ne fais que ça, que j'ai 5, 6 tumeurs cérébrales à opérer par semaine, régulièrement, tout âge confondu. Quand un patient présente une tumeur cérébrale, j'allais dire, c'est toute la famille qui est malade. Parce que quand on parle de tumeurs situées au niveau du cerveau, quand même, c'est assez délicat. Bon, cela ne diminue pas, bien sûr, la gravité des autres tumeurs qui sont de siège extra-névraxique. Donc, ces tumeurs cérébrales, ou bien tumeurs intracrâniennes, euh, sont classées en fonction de leur localisation. Soit c'est des tumeurs hémisphériques, elles sont quand même exceptionnelles, ces tumeurs qui sont étendues à pratiquement tout un hémisphère, ou bien les lobes, par exemple, tumeur frontale, tumeur, on le verra tout à l'heure, tumeur pariétale, tumeur occipitale, etc. Et tumeurs de la région célaire, telles que les adénomes hypophysaires. On aura l'occasion tout à l'heure de voir une vidéo sur comment enlever une tumeur située au niveau de la région célaire. Et également, malheureusement, chez les enfants, on en voit souvent des tumeurs de ce qu'on appelle la fosse cérébrale postérieure, dont la plus fréquente et la remarquable connue de tumeurs de la fosse cérébrale postérieure est le médulloblastome. Alors, en fonction de la localisation, en fonction du type histologique, on peut avoir des tumeurs primitives, bénignes ou bien malignes, comme on peut avoir des tumeurs secondaires, c'est-à-dire des métastases cérébrales. Les cancers les plus pourvoyeurs de métastases cérébrales, chez la femme, c'est bien sûr le cancer du sein, et aussi le cancer de la thyroïde. Chez l'homme, bien sûr, il y a le poumon et également la prostate. Et en troisième lieu, c'est le cancer de l'estomac. Alors, ces tumeurs cérébrales, bien sûr, leur pronostic, lorsqu'elles sont prises en charge dans des délais standards, universels, leur pronostic dépend du type histologique, mais aussi de la localisation de la tumeur. C'est-à-dire, des fois, ça veut dire quoi? Par exemple, une tumeur, même si elle est bénigne, mais elle siège au niveau du tronc cérébral,
elle est maligne par sa localisation. Même si elle est bénigne sur le plan immunohistochimique, elle est maligne par son siège. On ne peut pas opérer, même si elle est bénigne, une tumeur qui siège au niveau du tronc cérébral, par exemple. Une tumeur bénigne qui se développe aux dépens du nerf optique, même s'il s'agit d'un gliome de bas grade, c'est une tumeur bénigne, mais on ne peut pas l'enlever, parce que si on enlève le nerf. Donc ça veut dire qu'elle est maligne par son siège. C'est la raison pour laquelle on dit que le pronostic de ces tumeurs intracrâniennes dépend du type histologique, bien sûr. Quand il s'agit d'une tumeur de haut grade, etc., c'est mauvais, mais aussi de la localisation de la tumeur. D'accord? Voilà, je suis en train d'aller très lentement pour que vous puissiez suivre. Vous pouvez même intervenir. Alors, sur le plan épidémiologique, l'incidence des tumeurs cérébrales primitives, bien sûr, ça c'est des données étrangères, en l'occurrence aux États-Unis, puisque c'est eux qui ont eu le mérite d'avoir des registres du cancer, du registre national du cancer. On l'a en ce moment en Algérie, mais on ne l'a pas d'une manière définitive. À Tlemcen, il y a le professeur Mgenni qui se charge du registre du cancer et tous les services qui opèrent, qui ont des malades porteurs de cancer sont rapportés dans le registre régional de Tlemcen. Je n'ai pas les données exactes, mais ce qu'on peut vous dire, qu'aux États-Unis, dans les années 2000-2010, l'incidence représente 10 pour 100 000 habitants par an. Avec sur 5 300 nouveaux cas par an, il y a 3 200 décès par an par cancer du sein. Et regardez, non, c'est-à-dire en comparaison, 5 300 nouveaux cas par an avec 3 200 décès par an. Et si on le compare par rapport au cancer du sein, sur 49 000 cas par an, 12 000 décès par an. Donc l'incidence quand même, elle est quand même faible par rapport au cancer du sein, par exemple, qui est le plus fréquent. Les plus fréquentes des tumeurs sont représentées par les gliomes, en l'occurrence les glioblastomes. Donc ça, c'était pour les tumeurs cérébrales primitives. Pour ce qui est des tumeurs cérébrales secondaires ou bien les métastases, l'incidence est à 3 à 8 pour 100 000 habitants par an. Et à savoir que 25% des cancers systémiques peuvent se compliquer de métastases cérébrales tels que le mélanome, le colorectal et le poumon. Ça, c'est les cancers qui sont fréquents aux États-Unis. Le mélanome en Algérie n'est pas très fréquent. Alors, on sait bien que 20% des métastases cérébrales sont de néo-primitifs inconnus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça nous arrive des fois de penser ou bien de porter diagnostic de métastase sur le plan radiologique, alors que le bilan d'extension du malade est sans anomalie. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'agit pas de métastase. Dans 20% des cas, on peut avoir affaire à une métastase, mais le néoprimitif n'est pas connu. Donc c'est l'immunohistochimie de la pièce opératoire, c'est-à-dire de ce qu'on enlève, cette tumeur cérébrale, c'est l'analyse de cette lésion immunohistochimique qui permet de rejoindre le néoprimitif et de le rechercher. Alors, ces tumeurs cérébrales sont découvertes lors de certaines circonstances. Donc, quelles sont les circonstances de découverte? C'est le syndrome d'hypertension intracrânienne qui est généralement le dénominateur commun. C'est les céphalées matinales, les nausées, troubles visuels et parfois même des troubles de la conscience et de la vigilance. Pour vous dire que des fois, c'est pas pour vous faire peur, des maux de tête, le patient peut présenter uniquement des maux de tête, de temps en temps soulagé par les vomissements. On lui fait
un scanner ou bien une IRM, on retrouve qu'il a. Vous voyez le challenge du neurochirurgien, c'est essayer d'enlever cette tumeur cérébrale tout en conservant le statut neurologique du malade. Le malade, il a uniquement mal à la tête, alors qu'il a une grosse tumeur au niveau cérébral. D'accord? C'est la raison pour laquelle c'est-à-dire le neurochirurgien a besoin de moyens, d'un plateau technique top, actualisé, et d'une expérience quand même non négligeable. Parmi les circonstances de découverte également, c'est représenté par l'épilepsie. La crise d'épilepsie qui peut être soit partielle ou bien généralisée. Elle a une valeur localisatrice. D'accord? Elle peut être motrice, elle peut être végétative, elle peut être aphasique ou bien psychosensorielle lorsqu'il s'agit d'un syndrome temporal. Comme elle peut être généralisée. D'accord? Comme elle peut être généralisée. Alors, pour votre connaissance, crise d'épilepsie secondaire, c'est-à-dire chez l'adulte, par exemple, quelqu'un âgé dont l'âge est supérieur ou égal à 20 ans, 22 ans. S'il fait pour la première fois une crise d'épilepsie, elle est qualifiée de crise d'épilepsie secondaire, jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que vous êtes en droit de demander un scanner ou bien une IRM cérébrale afin d'éliminer tout processus intracrânien. D'accord? A dit, vous pouvez dire, par le professeur Sissab nous l'a dit. Et c'est la même chose pour le syndrome d'hypertension intracrânienne. Céphalée, œdème papillaire au fond d'œil, ces céphalées sont soulagées par les nausées et vomissements, vous êtes en droit de demander un scanner pour éliminer un processus intracrânien. Alors, parmi les circonstances de découverte également, le déficit neurologique. Ça, c'est clair. Soit une atteinte motrice ou bien sensitive, une hémiplégie carrément, un déficit moteur ou bien sensitif. Des fois même une atteinte des paires crâniennes, une atteinte du 5, le malade vient, il se plaint de névralgie du trijumeau, ou bien une atteinte de l'audition, une atteinte de l'audition, ou bien une atteinte, une paralysie faciale. Donc, toutes ces circonstances de découverte ont une valeur localisatrice, très importante. Maintenant, la symptomatologie clinique, on a parlé syndrome d'hypertension intracrânienne, les syndromes topographiques, frontal, temporal, occipital, et le syndrome endocrinien, puisqu'on a parlé que les tumeurs cérébrales peuvent siéger au niveau de la région célaire qui, justement, abrite la glande hypophysaire, que tout le monde connaît. D'accord? Alors, très schématiquement, ces tumeurs cérébrales peuvent se développer à partir de la boîte crânienne. Ce sont les ostéomes ou bien les ostéoblastomes, peuvent se développer à partir des méninges et particulièrement les cellules arachnoïdiennes de la dure mère et forment ce qu'on appelle les méningiomes. Les gliomes et les astrocytomes se développent à partir des astrocytes, donc des cellules nerveuses contenues dans le... et des gliomes également. Les tumeurs intraventriculaires, à leur tête les épendymomes. L'épendymome qui est une membrane qui tapisse les cavités ventriculaires, à partir de cette membrane épendymère se développent ce qu'on appelle les épendymomes. Parmi les tumeurs intraventriculaires, on va voir tout à l'heure une vidéo, ce sont les kystes colloïdes. Les kystes colloïdes, par excellence,
sont les tumeurs les plus fréquentes du troisième ventricule et particulièrement de la paroi antéro-supérieure du troisième ventricule. Dans les ventricules, le liquide céphalorachidien qui est sécrété essentiellement par les plexus choroïdes, ces plexus choroïdes peuvent être le siège de tumeurs qu'on appelle les papillomes des plexus choroïdes. Généralement, c'est des tumeurs bénignes. Alors, les adénomes hypophysaires et les craniopharyngiomes, ce sont des tumeurs généralement bénignes qui siègent au niveau de la région ciénaire, soit à partir du lobe antérieur de la glande hypophysaire, ce sont les adénomes hypophysaires, ou bien les craniopharyngiomes généralement qui naissent à partir de restes de la poche du canal pharyngé, craniopharyngé, qu'on bien une métaplasie de ces cellules depuis la tige jusqu'à l'hypothalamus. On les appelle les craniopharyngiomes, qui sont très très connus et fréquents, surtout chez l'enfant. On verra tout à l'heure une vidéo ce que c'est un craniopharyngiome. Les pinéalocytomes et les pinéaloblastomes à partir de la glande pinéale, donc c'est la partie postérieure du troisième ventricule, peut être le siège de tumeurs également. Voilà. Mais, bon, la fosse, bien sûr, la fosse, elle est à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voyez le curseur, voilà. Vous voyez le curseur? Allô? Oui, oui, monsieur, oui, on arrive à voir le curseur. Eh bien, au niveau de la fosse cérébrale postérieure, regardez, ça c'est le cervelet, et ça c'est le quatrième ventricule. Donc, vous avez soit l'épendymome du quatrième ventricule, soit les astrocytomes cérébelleux, ou bien également le médulloblastome vermio-ventriculaire. C'est des tumeurs qui sont très fréquentes chez les enfants. Alors, bien sûr, ça c'est une ancienne classification. La classification de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, de 2007. Là, la dernière, elle est à 2021. Il y a eu avant la 2021, la 2016. Mais c'est surtout les gliomes qui posent des problèmes histopronostiques. Ce sont essentiellement les gliomes. On le reconnaît, 4 stades, regardez, stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Plus on avance dans les stades, plus c'est un peu méchant, hein, jusqu'à arriver au stade de glioblastome, qui est très méchant, le cancer du cerveau, qui s'appelle glioblastome, et ce qui correspond au grade 4 de cette classification. Le problème, c'est que pourquoi on les opère lorsque les lésions sont, comme vous pouvez le lire sur le tableau, lorsqu'elles sont circonscrites, lorsqu'elles sont de bas grade, si on les laisse, elles vont dégénérer, c'est-à-dire elles vont changer de grading, elles deviennent méchantes. Donc plus elles sont circonscrites de bas grade, meilleur est leur pronostic et meilleur leur exérèse que également. Regardez 2016, il y a d'autres facteurs histopronostiques qui rentrent en jeu. Ce sont des facteurs moléculaires, c'est-à-dire l'actualité. Maintenant, c'est la biologie moléculaire. Malheureusement, on ne le fait pas à Tlemcen. Ça se fait à Alger, ça se fait à Blida. Donc, pour les glioblastomes, par exemple, la recherche de ce marqueur qui s'appelle IDH1, la mutation de ce facteur, quand elle est positive, elle est de bon pronostic, c'est-à-dire le patient est chémiosensible. Par contre, lorsqu'il n'est pas muté, c'est-à-dire il n'y a pas de mutation au niveau de ce marqueur tumoral, là, il s'agit d'un très mauvais pronostic. C'est très important, c'est-à-dire même dans le langage du médecin avec son patient, ça change complètement la majorité de la discussion. Quelques exemples, bien sûr, je vous ai dit, devant les circonstances de découverte, devant la symptomatologie clinique, vous êtes en droit, pour ne pas dire
vous êtes dans l'obligation d'infirmer ou bien de confirmer le diagnostic de tumeur cérébrale. Et regardez l'IRM qui représente un examen de choix. Regardez ce gros méningiome qui est parasagittal, c'est-à-dire à partir de la ligne médiane, il s'insère au niveau du sinus longitudinal supérieur, il va latéralement. Regardez, ça c'est un méningiome de la base du crâne, regardez. Vous voyez le curseur? Allô? Oui, monsieur. Oui, oui, bien sûr. Regardez, les méningiomes sont définis par leur siège d'insertion. Par exemple, ça c'est un méningiome qui s'insère au niveau de l'étage antérieur de la base du crâne, aux environs du jugum, ou bien de l'ethmoïde, on l'appelle méningiome ethmoïdal. Lui, il s'insère au niveau de la faux du cerveau et du sinus longitudinal supérieur, on l'appelle méningiome parasagittal. Voilà, ça c'est de l'image d'un adénome hypophysaire. Regardez, il est très volumineux, il va latéralement en temporal, en englobant les deux carotides latéralement intracaverneuses et en exerçant un effet de masse sur l'hypothalamus. Regardez. Le crânopharyngiome, par excellence, c'est une tumeur qui est caractérisée par sa triple composante kystique, charnue, avec des calcifications. Regardez. C'est très fréquent. Il naît au niveau de la région sédale ou bien supracénale et il monte. Regardez. Ça, c'est le liquide. Et là, il y a des calcifications et de la partie charnue. On a parlé tout à l'heure, les tumeurs peuvent être malignes par le ciel. C'est le cas de cet astrocytome pilocytique qui est de bas grade, c'est-à-dire bénin, mais malheureusement, il infiltre la protubérance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Au maximum, on peut faire une biopsie pour le diagnostic. Mais ni la radiothérapie ni la chimiothérapie peut régler le problème. Donc là, il est de mauvais pronostic. Alors, je vous ai dit que le neurochirurgien a besoin d'un plateau technique, un microscope opératoire, alhamdoulilah. On bloque au service de Tlemcen de neurochirurgie, nous disposons d'un microscope opératoire de très bonne qualité. Une colonne d'endoscopie, le service de neurochirurgie Tlemcen la dispose. La stéréotaxie, on n'en a pas. Le service n'a jamais été doté. On va l'avoir, Inch'Allah, incessamment. La neuronavigation, c'est un appareil, c'est un système de chirurgie guidé par l'imagerie. C'est comme un GPS. Ça aide. Là où j'étais, j'avais une neuronavigation. D'ailleurs, j'ai fait un travail de thèse sur la chirurgie des lésions cérébrales, la neuronavigation dans la chirurgie des lésions cérébrales. Donc, c'est un outil que je connais très très bien. Malheureusement, on ne l'a pas à Tlemcen. La radiochirurgie, c'est surtout la gamma knife. C'est la radiothérapie réalisée dans des conditions un peu spéciales. Le professeur Gattaf va vous en parler après ma conférence sur la radiothérapie des tumeurs. La stimulation, le mapping, c'est la stimulation, généralement qui se fait sur malade éveillé, donc pour éviter de lui coller un déficit neurologique. Échographie péropératoire, on va l'avoir, Inch'Allah, on l'a commandé. Et l'IRM fonctionnel, aucun service en Algérie ne possède l'IRM fonctionnel. 2 services possèdent le scanner péropératoire, mais moi je suis contre le scanner péropératoire en raison des risques d'irradiation élevés, aussi bien pour le malade que pour l'équipe chirurgicale. Donc, ça c'est un plateau technique de base et indispensable pour la prise en charge des patients porteurs de tumeurs cérébrales. Nous avons le même microscope à Tlemcen. Le professeur Sissaber est en train d'opérer un adénome hypophysaire par voie endonasale. Voilà, regardez, ça c'est le service là où j'étais avant de venir à Tlemcen. Sous contrôle visuel, bien sûr. On va vous montrer tout à l'heure une vidéo. Ça c'est la neuronavigation.
Regardez, une caméra infrarouge qui va capter la lumière fluorescente que dégagent ces sphères fluorescentes. Donc ça permet de localiser la position de l'instrument du chirurgien durant toute l'intervention. Alors, bon, c'est la microchirurgie couplée à la navigation. Voilà ce que ça donne la neuronavigation. Le mapping, regardez, le patient éveillé, pardon, en train de répondre aux questions. Donc, il a la boîte crânienne ouverte et il répond aux questions. Regardez. C'est-à-dire, chaque fois qu'on stimule, on essaie de faire bouger, par exemple, un membre. Si le patient ne bouge pas le membre, ça veut dire, si je touche cette région, il va avoir un déficit. Si je touche une région, le malade ne peut pas parler, ça veut dire, si je touche à cette région, le malade va se réveiller aphasique. Donc, pour qu'il ne se réveille pas aphasique, je vais m'éloigner de cette zone. D'accord? Donc, chaque fois que je stimule, je place un numéro. Regardez les numéros, 10, 9, 5, 8, etc. Et puis, je décide là où je dois faire une cortotomie et enlever la tumeur sans toucher aux fonctions du patient. L'échographie par-opératoire, elle permet la différence par rapport à la chirurgie générale ou bien à la chirurgie cardiovasculaire, c'est que dès que vous ouvrez, vous allez trouver les intestins ou bien l'estomac ou bien le cœur ou la chirurgie neurologique ou bien la neurochirurgie, vous avez, c'est comme une pelote de lin, et à l'intérieur, il y a une lésion. Il faudrait aller jusqu'à la lésion, l'enlever sans toucher à aucun fil et sans écraser aucun fil. Donc c'est la raison pour laquelle on dit que la neurochirurgie a toujours été en avance en matière d'utilisation d'imagerie en opératoire par rapport aux autres spécialités. Regardez l'échographie, elle est en train de montrer une lésion hétérogène dans sa majorité kystique. Voilà. Encore mieux, l'IRM fonctionnel qui est utilisé. Regardez le fiber tracking. Donc, il y a une fonction de l'IRM qui nous permet même d'éviter les fibres. Regardez, par exemple, en bleu, les fibres pyramidales. En vert clair, c'est les fibres extrapyramidales, etc. Et là où il y a la tumeur, c'est coloré c'est-à-dire vous allez vers la tumeur sans toucher aux fibres fonctionnelles. D'accord? La gamma knife, c'est ça. On n'a pas en Algérie. Peut-être il y a un centre privé à Constantine. Là où je travaillais, je m'appelle le président de la République, Allah yarhamou, Bouteflika. Lorsqu'il est venu nous rendre visite, on lui a fait part de notre rêve, c'est d'avoir ce qu'on appelle la brain suite, c'est-à-dire une salle opératoire dédiée uniquement au cerveau. Là où il y a des écrans tactiles, le fiber tracking, la neuronavigation accrochée, l'IRM opératoire embarqué, aussi bien pour le diagnostic que pour le geste opératoire. Vous voyez, tout, une salle opératoire dédiée avec bien sûr la concertation opératoire. Alors, en tant que neurochirurgien, quelles sont les possibilités chirurgicales en matière de tumeur cérébrale? Premièrement, كما يقولوا أضعف الإيمان, biopsie stéréotaxique. Ça consiste à placer un cadre qui est échelonné et en portant ce cadre, le patient va subir un examen scanographique pour permettre de localiser la cible et calculer ses coordonnées pour ensuite les reporter sur le cadre en opératoire, comme vous le pouvez le voir sur le crâne de cette patiente. Avec le cadre, l'arc, il est là. Le malade, on lui place le cadre qui est très léger, il pèse maximum 300 grammes. Voilà. Il est fixé sur le crâne du malade. Et puis on lui place ce cadre en verre et qui est gradué. Il fait son scanner, on calcule X, Y, Z et on les reporte sur l'arc et on va directement
faire un petit trou et aller directement vers la cible. Alors, je ne sais pas si on pourra voir les vidéos. Les vidéos, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Vous m'entendez? Oui, Est-ce que monsieur. je suis en train de chercher. Je pense que pour vous, c'est important de voir ces vidéos. Voilà. Ça va prendre peut-être du temps. D'accord. Seuls les fichiers .1 peuvent être partagés pour le moment. Qu'est-ce que je dois faire? Monsieur, sincèrement, je ne sais pas si c'est possible de voir des vidéos sur Teams comme ça. Si, on a pu les voir. Ah, j'ai aucune idée. أنا نقول لك. Pas la première fois, mais allez, on va revenir pour les diapos et puis on verra pour les vidéos. Parce que D'accord. c'est très important de voir les vidéos pour que vous sachiez que c'est des choses qui sont faisables. D'accord? Oui, oui, bien sûr. C'est des choses, enfin, c'est notre pratique quotidienne à la kulli hal. Donc, en attendant que le fichier soit téléchargé, est-ce que vous avez des questions? Pour le moment, pour ma part, non. Voilà, pour votre part, non. Oui, pour le moment, pour ma part. Et le reste? Allô, allô? Monsieur, Oui, est-ce que vous pouvez nous citer les localisations malignes? les localisations, si vous avez bien suivi, j'ai parlé de tumeurs du tronc cérébral. Oui, Tronc cérébral, par exemple, c'est le cas avec la fille qui porte le cadre de stéréotaxie. Elle avait l'image, elle nous comme une tumeur de la protubérance, un astrocytome pilocytique de la protubérance. Donc, si vous voulez, le tronc cérébral, c'est comme le compteur de Hayat. C'est comme un compteur d'électricité, fait des fusibles. Si vous touchez un des fusibles, d'autres roh. Oui, une tumeur du tronc cérébral. C'est une localisation qui est maligne. Wahda, Z. Il y a l'hypothalamus aussi. Une tumeur hypothalamique, c'est une tumeur qui est très, très dangereuse. Oui, elle est très dangereuse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allô? merci, monsieur. Est-ce que je vous pose des questions? Allô, allô? Est-ce Oui, qu'il y a des questions? oui, bien. Allô? Oui, monsieur, oui. Allez, dites-moi, vous avez des questions? Bon, c'est toujours la déléguée, donc encore une fois, pour ma part, non. Ben là, c'est moi qui va te poser une question. Oui, monsieur, allez-y. Alors, euh, parmi les circonstances de découverte, Oui, il y a une lésion cérébrale, c'est-à-dire soit processus intracrânien, ou bien lésion cérébrale, ou bien tumeur intracrânienne, tout ça, c'est des synonymes. Il y a une tumeur cérébrale qui se manifeste parfois selon le tableau
d'un accident vasculaire cérébral. Quelle est cette lésion? Voilà. Allô, allô, allô? Oui, alors je sais pas Une sincèrement. question, une question d'examen. Oui, c'est une question d'examen, c'est un peu... C'est-à-dire, autrement dit, s'il y a quelqu'un qui peut répondre, marhaba. Est-ce que quelqu'un peut répondre à la place de Addo? Si vous êtes en train de nous suivre, faites-moi un signe. Abdoun Bilal. Abdelhadi Aïcha. Alwesh Raja. Allô? Allô? Allô, 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 Oui, allô? oui, monsieur, on vous reçoit. أيوه هيا جاوبونا. Personne ne peut répondre. Eh ben, je vais répondre, pas de problème. Vous voulez que je réponde? Allô, allô? Oui, monsieur, on aimerait bien savoir la réponse. Et ce sont les métastases cérébrales. D'accord. Et parfois, c'est vraiment exceptionnel, le glioblastome. Mais c'est surtout, Les les métastases. métastases cérébrales peuvent être découvertes lors d'un AVC. C'est-à-dire, vous dites que c'est un AVC. Souvent, le malade, il est vu par les neurologues, etc. Mais en fin de compte, c'est une métastase ou bien un glioblastome. Allez, il y a deux diagnostics. Voilà. D'accord? Monsieur, et la découverte elle se fait comment? Par IRM ou bien juste... L'imagerie. L'IRM, elle va confirmer. Oui, voilà, merci. L'IRM, bon, la confirmation du diagnostic, c'est l'immunohistochimie. Hein? D'accord. مش نتفاهموا. Alors, si je reprends mon fichier, voilà le fichier تاعي. Je Alors, sais pas, monsieur. Je crois ah, qu'il va falloir reprendre euh, de la même manière que vous avez fait tout à l'heure. de la même manière. Oui, je crois. Parce Hein, qu'on n'a plus l'écran. et On on n'a a- plus les diapos. Allez, qu'est-ce que c'est là? Voilà. Rechercher sur mon ordinateur, oui. Oui. Hein, voilà. Voilà. Hein, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions aussi? Abdullah Tani, Rania. Il semble que vous avez récemment participé dans Teams. Télécharger une copie. Télécharger une copie. Monsieur, Oui. est-ce qu'il y a des signes associés aux tumeurs cérébrales ou la majorité des cas ont découvert ces tumeurs à un stade tardif? Vous voulez bien répéter la question?
Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on a des signes associés à des tumeurs cérébrales ou généralement on découvert les tumeurs cérébraux à un stade tardif? Alors, il y a, bon, stade tardif, euh, ça veut dire, ce que je peux vous dire en pratique, c'est que plus l'histoire de la maladie est longue, plus il s'agit d'une tumeur bénigne. Ça veut dire le diagnostic ne pourra qu'être précocement. Par contre, plus l'histoire de la maladie est courte, à coup sûr, il s'agit d'une tumeur maligne. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, bon, on ne peut pas laisser, c'est-à-dire au niveau cérébral, sur le plan physiopathologique, ما تقدريش ديري un retard parce que كاين des fonctions qui font appel. Qui فاهمة؟ Allô? Oui, monsieur. Vous voyez, tardif, je ne sais pas, là, l'exemple, c'est quoi tardif? Qu'est-ce que vous voulez dire tardif? On ne peut pas. Monsieur, Maintenant, exemple. la découverte تاع les tumeurs cérébraux. Est-ce que la majorité des cas qu'on fait des situations tardives? Des stades Euh, tardives. c'est rare, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui a des céphalées, il ne va pas garder ses céphalées. C'est vrai qu'il y a des patients qui sont comme ça. Ils gardent ses céphalées pendant 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois. En bas, ils n'arrivent pas à supporter, etc. Maintenant, aucun traitement, aucun antalgique ne soulage. Il fait un scanner, il trouve une lésion, etc. Mais généralement, euh, par exemple, des troubles visuels, quelqu'un qui a des petits troubles visuels, il laisse traîner, il devient aveugle. Là, il est en retard. C'est-à-dire, peut-être on aura du mal à récupérer la vision Tao. C'est-à-dire, là où il y a une fonction, généralement, ça ne tarde pas. Par exemple, dans les adénomes hypophysaires. Dans les adénomes hypophysaires, il y a les adénomes sécrétants et les adénomes non sécrétants. Dans les adénomes sécrétants, c'est-à-dire un excès d'hormones, le diagnostic il est porté rapidement par rapport aux adénomes non sécrétants. D'accord? Les adénomes non sécrétants, généralement, sont découverts au stade de troubles visuels, c'est-à-dire en retard. Vous voyez? D'accord? C'est par rapport, par exemple, les adénomes non sécrétants sont généralement découverts tardivement. Voilà. هذه عندك الحق. بصح le reste, je pense le reste, il est à temps le reste. Hein? Le reste, tout est porté à temps. Wallah, yani. Merci, monsieur. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que quelqu'un d'autre, malheureusement, la question que tu viens de poser, elle est très pertinente. Pourquoi? Parce que euh, dans les pronostics, à propos de la prise en charge des tumeurs cérébrales, il y a le délai standard international. Malheureusement, beaucoup de patients échappent au circuit de prise en charge. Parce que, par exemple, pour un gliome, il faut l'opérer, c'est-à-dire diagnostic 15 jours. Généralement, le malade dit que ça fait 15 jours il fait un scanner, le diagnostic il est porté. Avec une meilleure chance, 2 semaines après, il est opéré. Le standard international, maximum 1 mois et demi, il y a radiothérapie, chimiothérapie. Malheureusement, en Algérie, il commence à la radiothérapie, mais un bug je. Ça veut dire la tumeur, elle a tout son temps de récidiver ou bien même de changer de gradé. Malheureusement. Je le dis malheureusement. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, monsieur. Très bien. Voilà. Les images, ils viennent les soirs, non?
ولا ملاح عندكم؟ Non, non, monsieur, عندنا راهم ملاح. أيا خلاص ملاح عندي راهم أي معليش. Alors donc on a parlé de la neuronave, du mapping هكذا. Voilà, l'échographie opératoire, l'IRM fonctionnelle par le gamma knife. Voilà, regardez donc les possibilités chirurgicales, c'est la biopsie stéréotaxique. Ça consiste à calculer, à choisir une cible. Par exemple, je vais vous montrer biopsie stéréotaxique. شوفوا مسكينة هذه la malade نشفى لها كيليوم. هاملك les images تاعها. Je vais vous montrer. Si vous me suivez, دوك نوريكم. الطفلة هذيك ما نساهاش باسكو سي موا كي لا اوبيري مسكينة. Voilà. Je vais vous montrer son imagerie. Voilà. هايك مسكينة هايك. Oui, c'était un gliome protubérantiel. Oui, donc c'était une tumeur bénigne sur le plan histologique, mais malheureusement, elle était maligne par son siège. Là, هايك مسكينة. هايك. Je me rappelle d'elle. Voilà. Voilà. Vous voyez, donc c'est des malades qui vous marquent. Qui vous marquent à vie. Regardez, هايك. Voilà. Alors, le méningiome, c'est la même chose. C'est ce qu'on a vu sur cette image. Voilà. هذا هو المينانجيوم. ها هو المينانجيوم. C'est ça le méningiome. هذا la vidéo correspond. On va essayer en fin d'intervention, en fin de conférence, d'accord? Donc, soit une biopsie stéréotaxique, soit une exirase microchirurgicale, c'est-à-dire ouvrir et aller directement enlever la tumeur, comme celle du méningiome, ça, là, d'accord? Alors, soit une exérèse endoscopique, c'est comme dans les adénomes hypophysaires, vous allez voir. Voilà les adénomes haouliques, l'adénome hypophysaire, on verra tout à l'heure. Et, ou bien le craniopharyngiome, carrément, c'est des vidéos, ça c'est le plexus choroïde, l'adénome, le craniopharyngiome, c'est des exemples que vous voulez. Voilà. Alors, quelles sont les limites de la chirurgie? Bien sûr, on a parlé tout à l'heure, c'est la localisation de la lésion. Une lésion très mal localisée peut constituer une limite de la chirurgie. La taille et le volume de la tumeur. Auparavant, parmi les buts du traitement chirurgical, c'est l'exérèse complète de la tumeur. Mais avec le temps, on a appris, avec l'expérience, qu'il ne faut pas essayer de réaliser des exérèses complètes au prix de laisser le pronostic du malade sur la table. Ce qu'on peut faire, on peut faire un contrôle du volume tumoral. Une tumeur ça lui fait 10, 15 ans, 20 ans et elle se développe. Il ne faut pas s'acharner à enlever en 2 heures, 3 heures. On peut enlever la moitié, 1 mois, 2, 3 mois après, on reprend le malade pour enlever l'autre moitié, par exemple. Donc c'est ça ce qu'on appelle le contrôle du volume tumoral.
c'est lutter contre l'hypertension et contrôle du volume tumoral en conservant et le pronostic fonctionnel et le pronostic vital du patient. Les limites de la chirurgie, bien sûr, peuvent être représentées par une contre-indication à la chirurgie. Il y a des patients pour lesquels le réanimateur n'autorise pas une anesthésie générale. Là, c'est un problème. Là, c'est un problème. Et puis aussi, même si vous avez l'habitude de réaliser des exercices chirurgicaux complets, vous êtes champion, mais des fois, ça ne dépend pas de vous. Il s'agit d'une lésion qui récidive. Vous pouvez laisser insuline, et à partir de laquelle, 10 ans après, ça va récidiver. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai opéré une patiente en 2003 pour un méningiome de la face postérieure du rocher. IRM novembre 2021, récidive. 2003, 2000, ça veut dire, c'est pour cela, à chaque fois que je me lave pour aller opérer, je me dis, la chirurgie, ce n'est pas la solution unique. Il doit y avoir d'autres solutions, telles que la radiothérapie, la chimiothérapie ou bien la thérapie génique. Il y a un chapitre très important à ne pas négliger, c'est sur le plan éthique. Sur le plan éthique, c'est très important. Moi, depuis que j'ai débarqué à Tlemcen, je suis derrière mon équipe, surtout les plus jeunes, où il faut recevoir le patient dans de très bonnes conditions. Il faut répondre aux interrogations du patient. Il ne faut jamais donner des avis sur des dossiers comme ça dans les couloirs. Il faut recevoir le patient dans le bureau, recevoir sa famille, le devoir d'information. Il faut informer le patient. Donc la prise en charge implique non seulement le patient lui-même, mais également son entourage, c'est très important. En Algérie, on a tendance à négliger ces étapes qui sont très importantes et qui font partie de la prise en charge de ces patients. Alors, quelles sont les alternatives et quelles sont les perspectives, bien sûr, en tant qu'hospitalo-universitaire? Nous, on prétend à former et encore former et encore former. Alhamdoulilah. Moi, tout ce que je sais, et en fonction des moyens dont j'ai trouvé disponibles au service de Tlemcen, on est en train de faire des choses, alhamdoulilah, mlih. On est en train de régler le maximum de problèmes pour le malade. Mais il reste toujours des choses à faire. On va, Inch'Allah, acquérir du matériel pour améliorer notre plateau technique. Je veux créer une réanimation post-opératoire pour aller encore dans le plus difficile des techniques chirurgicales et pour que le patient soit satisfait de la qualité des soins qu'on lui offre. Parmi les alternatives de la chirurgie, malheureusement, nous avons un centre anticancéreux qui détient des machines, des Rolls-Royce. Le Tchloubim. Le Tchloubim existe au CAC de Tlemcen. Il n'est pas encore utilisé. On peut l'utiliser pour faire ce qu'on appelle de la radiochirurgie. Moi, j'ai été à Lausanne en 2000 pour un stage concernant la radiochirurgie. On fait de la radiochirurgie. Si on nous autorisait avec le cas qu'on pourra faire de la radiochirurgie et qu'on pourra également offrir à nos patients. Et tout ceci ne peut pas se passer sans projet hospitalo-universitaire. Si on avait un institut en sciences neurologiques où la biologie moléculaire est faite, et la génétique, et la recherche, on aurait amélioré la prise en charge de ces patients. Donc, le véritable maillon de la chaîne, c'est le médecin généraliste, c'est vous. C'est vous, parce que plus le diagnostic est porté rapidement, précocement, plus le malade est pris en charge très rapidement. Je pense que nous avons au moins 75 à 80% des moyens universels de prendre en charge ce type de patient. D'accord? Donc, et c'est grâce aux médecins généralistes, conscients, prudents et avertis, pourra améliorer la prise en charge de ces patients pour un diagnostic précoce
et pour une prise en charge également précoce. Et normalement, la conférence est terminée et je suis pour vous si vous avez des questions. Allô? Monsieur, est-ce qu'on essaie de voir les vidéos? On va voir les vidéos. C'est une bonne... naviguer vers l'avant. Qu'est-ce que je fais? Je dois faire ça. Écran HADA, Microsoft, aucun fichier disponible. Rechercher sur mon ordinateur. Rechercher sur mon ordinateur en file. OK. مثلا نديرو هذا يا سيدي كيس كولويت. قال لك le type de fichier n'est pas pris en charge. Ceux-là peuvent être partagés pour le moment. Ah. La dernière fois, on l'a fait, hein. Je vais refaire peut-être. Je sais pas comment faire pour aller vers